Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous recevons deux auteurs, Johanna Mikoud et Gwenaël Percio, qui ont écrit deux bouquins qui sont vraiment super, un sur les liens d'attachement et l'autre sur le psychotraumatisme, joliment décorés, tous les deux illustrés par Johanna Krenmark. Alors, elles sont toutes les deux psychologues, toutes les deux intéressées et professionnelles par rapport au trauma et par rapport à l'attachement, et je vais leur demander de se présenter chacune un peu plus. Merci Evelyne déjà pour l'invitation pour parler de ce sujet qui nous touche effectivement toutes les deux beaucoup. Moi je suis Gwenaëlle Percio, je suis psychologue en effet depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai travaillé longtemps en psychiatrie adulte. Voilà, je connais bien évidemment le sujet du psychotrauma pour avoir accompagné des personnes avec des troubles de la personnalité, des troubles de l'humeur et puis tout type de troubles anxieux et autres dépressions on va dire. Et je travaille maintenant uniquement en libéral. J'accompagne beaucoup les gens maintenant avec du groupe et aussi les états de conscience modifiés, qui sont, selon moi, on en reparlera peut-être, une voie vraiment importante quand il y a des psychotraumas bien enquistés, difficilement accessibles, avec des dissociations importantes. Voilà, et je suis près de Lyon géographiquement. Johanna? Et donc, je prends la parole. Merci Evelyne pour l'invitation. Donc, je suis Johanna Mikou, psychologue depuis 2005, donc ça fait 20 ans. J'ai travaillé une dizaine d'années en protection de l'enfance, donc dans des maisons d'enfants à caractère social. Aujourd'hui, je suis en cabinet privé au nord de Lyon et je reçois un public majoritairement adulte porteur de psychotraumatismes complexes et troubles dissociatifs. Donc moi, je suis passionnée de psychotrauma. C'est vraiment ce que j'aime lire, ce que j'aime faire, ce que j'aime accompagner, ce que j'aime aussi explorer en moi-même. Je crois que je suis mon premier sujet d'étude et donc voilà, passionnée par diverses techniques, outils thérapeutiques, voilà, et de plus en plus au niveau psychocorporel, parce que comme Gwenaëlle, voilà, je suis convaincue que les thérapies corporelles, psychocorporelles et d'état modifié de conscience sont vraiment des voies royales pour accéder à des mémoires traumatiques. Eh bien, Et nous on voilà déjà plongés dans le sujet avec ces empreintes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces empreintes et peut-être commencer aussi par différencier ces différents types de traumatismes? Oui, eh bien, peut-être déjà au niveau des définitions, parce que souvent le mot trauma et le mot psychotrauma sont souvent considérés comme synonymes, alors qu'ils sont enfin, ils sont différents. Donc, par trauma ou traumatisme, on entend un événement, en fait. Un trauma, c'est un événement qui survient de manière soudaine, de manière non prévue, et qui va venir faire effraction au niveau de la vie psychique, de la vie psychique, de l'intégrité de la personne. Donc, ça peut être un accident, ça peut être une agression, ça peut être le fait d'apprendre un diagnostic médical grave, un décès, etc. Donc, toutes nos vies sont ponctuées de traumas. Mais en même temps, tous ces événements ne vont pas forcément créer un psychotraumatisme. Le psychotraumatisme, c'est vraiment, représente les conséquences psychiques que le trauma va avoir sur la personne avec toute une kyrielle de symptômes comme de l'envahissement émotionnel, des symptômes dissociatifs, des symptômes d'évitement. Donc le psychotraumatisme, c'est vraiment la conséquence des événements traumatiques. Et donc, il y a différents types de psychotraumatismes en fonction des vécus. Peut-être pour différencier les principaux, on a ce qu'on appelle les psychotraumas simples. Donc, simple ne veut pas dire facile à vivre. Simple signifie un événement unique qui a un début et une fin, qui est borné dans le temps et qui survient de manière soudaine dans la vie de l'individu, qu'il soit enfant ou adulte, et qui va avoir des répercussions sur son mode de fonctionnement.
Euh, Généralement, les études montrent que quand on vit un événement, enfin un psychotrauma simple, un événement donc unique, même s'il y a des conséquences importantes sur la vie de la personne, environ trois quarts des personnes vont traverser un moment, hein, plusieurs semaines, voire quelques mois, en étant secouées, en ayant des symptômes importants, mais en même temps, le temps va faire son travail et la personne va retrouver à un moment donné son équilibre initial. Euh, Par contre, pour un quart des personnes, eh bien, il y a quelque chose qui va comme s'enquister et là, l'intervention d'un professionnel peut être important pour aider à digérer le psychotrauma. Et on a toute la famille, hein, une grande, grande famille que nous, en thérapie, on voit beaucoup, hein. C'est la famille des gens qui portent des psychotraumas complexes. Complexe signifie que ces personnes ont vécu plusieurs événements qui ont jonché leur enfance, leur adolescence, voire leur vie d'adulte, qui ont souvent des thématiques communes et qui sont venus véritablement altérer les liens d'attachement, la sécurité interne, la sécurité relationnelle. Et l'ensemble de ces événements vont avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'individu, sur la construction de sa personnalité. Et à un moment donné, bah, les gens portent des symptômes qui deviennent suffisamment envahissants pour qu'ils viennent consulter. Donc voilà les deux grandes familles de traumas simples, complexes. Puis après, on pourrait parler peut-être juste en deux mots des traumas qu'on appelle des psychotraumas transgénérationnels. Donc ce sont des événements sont des événements traumatiques qui ont la particularité d'avoir été vécus dans la lignée, en fait, dans la lignée familiale avant la naissance de l'individu. Donc, c'est souvent des mémoires qu'on porte, des traumas non réglés de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, et qui, ben, par les liens d'attachement, par les liens familiaux, par souvent les secrets de famille aussi, se transmettent de génération en génération. Et donc, on peut porter des traces traumatiques d'événements que nous n'avons pas nous-mêmes vécus. Dans ce livre, et c'est le début du bouquin, vous parlez de toutes ces notions qui sont des notions théoriques et qui sont très importantes à comprendre pour les personnes qui souffrent de traumatisme. Exactement. C'était votre but en créant cet ouvrage, c'est d'être un outil d'accompagnement pour les personnes. Donc, vous n'allez pas seulement euh, parler de théorie, mais vous allez aussi parler de pratique. On en parlera un peu plus tard. Mais quand on parle de cette théorie, qu'est-ce qui vous semble encore important de comprendre quand on est un patient, une personne qui est un peu perdue dans la vie, qui tombe sur votre livre? Qu'est-ce qu'elle va y trouver aussi comme information théorique? Donc, ce livre, on l'a construit pour que ça soit en effet un bon équilibre entre de la théorie et aussi un soutien plus pratique, hein, par rapport à ce que Johanna appelait les symptômes ou de manière plus simple, on pourrait dire bah, les problèmes qu'on a, hein, un problème de confiance en soi, des problèmes de sommeil, des problèmes de couple, des problèmes de la vie du quotidien en fait. Et comme le disait Johanna, donc quand on a vécu des choses difficiles et qu'on n'a pas pu les ingérer, hein, les intégrer psychiquement, eh bien, ça ressort dans notre vie de tous les jours. Et on sait que comprendre ne va pas suffire. Mais en même temps, c'est un peu, on va dire, la base. Donc c'est pour ça que la base du bouquin, c'est quand même ça, la compréhension, l'explicitation de tous ces mécanismes, et notamment neurobiologiques, hein, on va y revenir, du trauma et de ses conséquences. Mais on a aussi voulu que ça soit un livre qui soit accessible à tout le monde en mettant euh, des, des pages avec des exercices soit d'introspection, c'est-à-dire des questionnements, hein, de se dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai vécu, enfance, adolescence, qu'est-ce que je vis encore, qu'est-ce qu'elles pourraient être les signes qui montreraient que j'ai vécu des choses finalement que je n'ai pas intégrées, etc. Et puis on a mis aussi, ça c'est plus la troisième partie, là, vraiment des exercices, des choses pratico-pratiques pour gérer le quotidien, notamment l'anxiété, hein, qui est toujours présent dans le trauma, hein, qui peut se manifester de plein de formes, mais le fond anxieux, c'est quelque chose qui est, on va dire, quasi permanent. Et puis aussi des choses plus, parfois plus aiguës, comme une crise de colère, un moment dépressif. Qu'est-ce qu'on vit dans ces moments-là? Eh bien, c'est des pics émotionnels. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux réguler ces pics-là?
Donc la troisième partie, elle est vraiment beaucoup plus pratique encore que le reste, hein, même si on a vraiment voulu que ça soit simple et immédiat pour tous, pour que les personnes qui lisent, ils puissent avoir tout de suite, hein, des petites choses à faire, hein, concrètes, tout en soulignant quand même tout du long que plus on a vécu des choses difficiles, plus ça a été précoce, répété, et dans des cadres intrafamiliaux notamment, bah, plus on va avoir besoin en fait, hein, d'une aide extérieure et notamment d'un professionnel, d'une psychologue ou d'une psychothérapeute. Parmi ces mécanismes biologiques, qui peut me parler de ça? Qu'est-ce que c'est finalement un trauma? Est-ce que c'est un phénomène uniquement psychique? Est-ce que c'est aussi un phénomène biologique? Quand on ne connaît pas la question du trauma, ce qui est le plus, j'ai envie de dire, le dénominateur commun chez les personnes, c'est le non-sens. C'est de se sentir envahi de sensations, d'émotions, d'images, de pensées qui ne font pas de sens et qui arrivent comme de nulle part. Et donc, comme le disait Gwenaëlle, ce qu'on a vraiment voulu faire dans ce livre, et aux illustrations de Johanna Krenmark, l'idée c'était vraiment d'illustrer ce que peut vivre quelqu'un qui présente ce type de mal-être. Euh, et, et ce qu'on a voulu aussi faire, et selon nous, c'est extrêmement important que les gens comprennent que la question du psychotrauma n'est pas une question psychologique. Dans un premier temps, la question du psychotrauma, c'est une question biologique, neurobiologique. Et donc avec Gwenaëlle, et c'est ce qu'on a à cœur de faire aussi dans notre activité de formatrice, c'est d'essayer d'expliquer de manière simple des notions complexes. Et c'est vrai que quand on parle de neurobiologie, on peut se dire, waouh, ça je ne connais pas, c'est complexe, je ne vais rien y comprendre. Eh bien, ce qu'on a essayé de faire dans ce livre et ce qu'on fait auprès de nos patients ou auprès des gens qu'on forme, c'est d'expliquer simplement ces notions neurobiologiques. Et comme je le disais, la question du psychotrauma, c'est avant tout une question de mécanisme d'adaptation au niveau du système nerveux pour faire face à un stress intense. Comme je le disais tout à l'heure, un trauma, donc c'est un événement intense, soudain, qui vient faire effraction, qui vient faire vivre un sentiment de menace dans notre intégrité physique ou psychologique. Et donc ça génère un stress très très fort chez l'individu. Qui plus est, plus on est jeune, plus on va vivre ce stress de manière volcanique, je vais dire. Et en fait, ce qui se passe quand on vit un stress, eh bien, on a une structure dans notre cerveau limbique, dans le cerveau émotionnel, au centre de notre cerveau, hein, qui est là depuis notre naissance, une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale, ou plutôt les amygdales, parce qu'on en a une dans chaque hémisphère. Donc en fait, c'est une petite structure grosse comme une amande et qui est un détecteur de stress et qui va se mettre en alerte quand on va vivre un événement stressant et impactant. À ce moment-là, l'amygdale, en fait, s'allume, hein, dans notre cerveau pour nous faire réagir, hein. Donc, prenons un exemple, je suis dans la rue et soudainement, quelqu'un se met à courir sur moi. Je ne sais pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut me prendre mon sac à main, m'agresser? Voilà. Donc, en fait, mon amygdale va s'activer pour me faire réagir, soit en me préparant à combattre, en tout cas à me protéger contre cette éventuelle agression, ou soit à m'écarter ou à m'enfuir, hein, donc le réflexe de combat ou de fuite. Euh, En imaginant que dans cet exemple, cette personne court et me passe devant parce qu'en fait, il est en train de rater son bus, mon cerveau va comprendre qu'en fait, je ne suis pas en danger, donc mon amygdale, mon alarme de stress va s'éteindre. Et donc, du coup, voilà, tout ce stress emmagasiné dans mon corps va peut-être un peu s'évacuer par peut-être des tremblements, ou je vais peut-être avoir de l'émotion parce que j'ai eu très peur, mais ça va se digérer, ça va s'intégrer en fait. Donc ça, c'est quand je vis un stress qui est finalement adaptatif et comme on en vit tous. Par contre, si je reprends mon même exemple dans une situation où ça se passe moins bien pour moi, c'est-à-dire dans une situation d'agression, eh bien, mon amygdale donc s'active pour me permettre de combattre ou de m'enfuir. Et si je ne peux ni combattre ni m'enfuir parce que je suis trop faible, parce que je suis dans un environnement peut-être qui m'empêche justement de m'enfuir, eh bien, je vais être dans une réaction, on est toujours dans une réaction biologique, hein, physiologique de sidération, hein. Et on s'est tous des fois ressentis sans doute à des moments sidérés dans une situation de peur intense où on ne peut plus bouger, on ne peut plus parler, on ne peut plus se débattre, on ne peut plus rien faire parce que notre corps est comme immobilisé de peur. Et
et dans ces moments-là, bien, si la situation, par exemple, d'agression perdure, bien, on a une réaction biologique toujours qu'on va appeler la dissociation. Et la dissociation, c'est, alors tout ça, je n'ai pas parlé, mais c'est aussi beaucoup d'hormones, hein, les hormones de stress qui arrivent dans le corps, hein, donc pardon, l'adrénaline et le cortisol, hein, quand mon amygdale cérébrale, pour faire face au stress, s'active, eh bien, il y a plein d'adrénaline et de cortisol pour me faire lutter ou m'enfuir. Et en même temps, si je suis figée de peur parce que je ne peux pas combattre ou fuir, eh bien, ça peut être nocif pour mon corps, hein. Trop d'adrénaline, trop de cortisol, trop d'hormones de stress peuvent être nocifs pour mon cœur et mon cerveau. Et à ce moment-là, eh bien, le cerveau a une botte secrète qui s'appelle la dissociation. Et la dissociation, c'est ce moment où soudainement, je ne vais plus rien sentir. C'est comme un gros shoot d'anesthésiant. Et au niveau hormonal, hein, on a beaucoup de choses qui se passent, hein. C'est au niveau des neurotransmetteurs. On a des kétamine-like et de morphine-like, hein, donc comme des drogues anesthésiantes qui arrivent au niveau de notre corps et de notre psychisme comme si, pour nous faire supporter l'insupportable, pour nous faire supporter par exemple cette agression, mais on sent plus la peur, on sent plus la douleur, et c'est vraiment un mécanisme de protection physiologique et psychique en fait. Donc, quand on explique tous ces mécanismes neurobiologiques aux personnes qui sont porteurs de psychotrauma, souvent, ça permet d'avoir une sorte de soulagement, hein, dans un premier temps parce qu'on met un sens à des ressentis qui généralement sont considérés comme un non-sens. Et on vient souligner, je terminerai là, on vient souligner qu'en fait, les réactions émotionnelles ou comportementales, sont tout à fait normales et légitimes parce que bah, il y a eu tout ce cocktail biologique qui s'est mis en place pour faire face à une situation qui, elle, était anormale. Tout ça va donner des symptômes aussi particuliers quand on a des troubles dissociatifs. Je vais prendre le relais peut-être pour expliquer ce qui se passe maintenant quand c'est répété, hein. Donc, ce que Johanna vient de nous expliquer, c'est quand il y a un événement où, par exemple, on a été agressé, on n'a pas pu fuir, on n'a pas pu combattre, donc on a été obligé de se dissocier pour survivre à ce moment-là où on aurait pu mourir de peur, hein, parce que littéralement, on pourrait mourir de peur. Et puis aussi, ce surdosage d'hormones de stress est très mauvais pour le cerveau. Donc, cette botte secrète, elle est utile sur le moment. Mais qu'est-ce qui va se passer si on vit ça de manière répétée, hein? Si par exemple je suis un enfant et que pendant des années, je suis témoin de violences, par exemple, conjugales, ou je suis au milieu d'un climat qui globalement est anxiogène pour des problèmes, ça peut être des problèmes aussi comment, sociaux, financiers, etc. Bref, où mon système nerveux, en fait, est éprouvé non pas seulement pendant quelques minutes ou quelques heures, mais pendant des semaines, des années, euh, une longue période. Dans ces cas-là, en fait, le cerveau va devoir avoir recours à cette dissociation de manière répétée, alors pas permanente non plus, mais on va dire que ça se chronicise, hein. Et dans ce cas-là, le corps va vivre des moments de sidération, de déconnexion, souvent, et ça va avoir un impact en fait sur la construction de la personnalité, notamment sur le fait que quand on est déconnecté grâce, hein, et je souligne le mot grâce parce qu'au début c'est vraiment pour survivre, hein, grâce aux hormones que sont donc la kétamine et la morphine, des hormones dissociatives, si je vis ça couramment, en fait, au bout d'un moment, je vais être de plus en plus déconnectée de mon corps et de mon esprit. Je vais avoir l'impression de flotter. Alors, ça peut être variable d'une personne à l'autre, hein. Ça peut être vraiment flotter dans le sens où des personnes qui peuvent donner l'impression qu'elles ne sont pas vraiment là. Par exemple, qui ont un temps de latence dans les réponses ou qui semblent un petit peu être dans leur bulle. Ou, voilà. Donc, ça peut être ce genre de symptômes. Mais ça peut être aussi le fait de ne pas être dans son corps et pleinement dans sa corporalité. Ça peut aussi donner des problèmes de confiance en soi, par exemple. Avoir du mal à prendre sa place, de prendre la parole, tout simplement. Mais aussi de penser, hein, de penser les choses, de résoudre des problèmes, d'apprendre à l'école, par exemple. Plus tard, en entreprise, bah, d'avoir un travail relationnel, mais aussi intellectuel, cognitif, etc. Et tout ça, ça peut être des conséquences de moments dissociatifs qui se sont répétés
et qui crée quelque part une déconnexion qui devient constitutive de la personnalité. Et c'est là où on arrive à des problèmes plus importants dont la personne va se plaindre puisqu'elle va impacter sa vie relationnelle, notamment amoureuse, hein, parce que dans la relation amoureuse, il y a une histoire vraiment de présence à l'autre, notamment la sexualité. Donc la vie amoureuse, la vie relationnelle de manière générale, professionnelle, etc., etc. Et ça peut aller jusque des troubles, hein. Quand on parle de troubles en psychologie, ça veut dire qu'il y a une souffrance significative, une altération significative, elle aussi, du fonctionnement. Et ça peut être des troubles dépressifs, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être des troubles de la personnalité. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les troubles dissociatifs, qui sont un phénomène assez complexe euh, et assez large, mais où globalement, si on devait résumer les troubles dissociatifs, c'est qu'il y a vraiment une partie de la personnalité, enfin, une partie de la personne qui n'est pas là ou très peu là. Et ça se sent dans l'interaction, mais surtout, ça se manifeste à nouveau dans le quotidien. Et c'est vraiment en lien, hein, comme le disait Johanna, avec ce phénomène physiologique qui, à l'origine, est un moyen de survivre, mais qui, au bout d'un moment, devient un handicap sur ces différents domaines. On n'en a pas parlé, mais quelque chose aussi qu'on trouve fréquemment, c'est les troubles du comportement alimentaire. Comme les personnes sont déconnectées de leur corps, elles peuvent souffrir d'anorexie ou de boulimie. Hein, des gens comme Vincent Felitti, qui a beaucoup parlé des expériences adverses précoces, a pu montrer, enfin c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est intéressé à ce phénomène, c'est que beaucoup de personnes qui avaient des troubles de ce type-là avaient vécu une série d'événements dans leur enfance qui avaient fait qu'ils c'était dissocié. Et quelque chose d'important aussi, c'est peut-être en parler un peu, c'est l'amnésie traumatique, c'est que les personnes ne se souviennent pas de tout ou partie d'un événement. Moi, j'ai interviewé Stéphane Alix qui parle dans Nos âmes oubliées et qui retrouve par un travail thérapeutique, notamment avec les psychédéliques, le souvenir de violences sexuelles vécues au sein de la famille. Et en fait, il ne se souvenait pas de ça, mais il ne se souvenait de rien non plus de son enfance. C'est-à-dire, c'est des pans entiers de son histoire qui ont disparu. Hmm. Mm. Oui, je vais laisser Johanna répondre peut-être sur l'amnésie traumatique, mais juste souligner une autre chose, parce que tu parlais des conséquences des TCA, des troubles du comportement alimentaire, et aussi dire les troubles somatiques, hein. Quand le corps parle par des maladies qui peuvent être parfois des maladies très graves, hein. On sait qu'il y a un lien, notamment les maladies auto-immunes, hein, et le Tout à trauma. fait. Les travaux de Bessel van der Kolk en particulier l'ont montré, hein. Et de manière générale, ce corps qui va exprimer en fait cette douleur, cette souffrance refoulée, déniée par des symptômes qui au début peuvent être légers, mais qui souvent vont s'aggraver si on s'en occupe pas, hein. Voilà, juste souligner aussi qu'il y a aussi cet aspect-là en fait dans la résurgence traumatique, hein. Et oui, l'amnésie traumatique, ça je vais laisser Johanna en parler, elle connaît très bien le sujet. Oui, ben, l'amnésie traumatique, c'est effectivement une conséquence hein, d'une dissociation sévère qui a dû se passer. Comme je disais, hein, tout ce cocktail hormonal et toutes ces réactions massives hein, pour faire face à une situation de stress qui éventuellement s'est répétée, fait que le cerveau, finalement, il est comme occupé, hein, la priorité du cerveau, c'est la survie de l'instant présent. Et donc, tout ce qui va concerner les fonctions plus supérieures, hein, comme la mémoire, enfin, les processus mémoriels, l'encodage, etc., eh bien, ça va passer au second plan. Dit autrement, ça veut dire qu'une personne qui vit un événement douloureux, traumatique, si tous ces mécanismes psychobiologiques neurobiologiques, pardon, se sont mis en place, eh bien, c'est comme si l'événement ne va pas être comme enregistré dans la mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, c'est cette mémoire qui nous permet de raconter des événements de notre biographie. Eh bien, cette mémoire en lien avec ce trauma va s'enregistrer dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et la mémoire traumatique, c'est comme un dysfonctionnement mémoriel hein, qui fait que l'événement va être enregistré
de manière brute, en fait, sans être métabolisé. Donc, de manière brute, ça veut dire que la personne va garder comme dans sa boîte noire, hein, les mêmes sensations qu'à l'époque de l'agression, par exemple, ou les mêmes réactions émotionnelles, les mêmes pensées qu'il avait à l'âge où il a vécu tel ou tel événement. C'est comme si la mémoire, de manière brute, voilà, est enregistrée. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et pour les personnes qui ont vécu de nombreux événements difficiles dans leur vie, euh, que ce soit parce qu'ils ont subi des événements, hein, comme les agressions, comme le stress, etc. Mais on n'a pas encore parlé, et il faut vraiment le souligner, l'importance aussi de ce qu'on appelle les traumas de négligence, hein. Donc la personne n'a pas forcément subi des choses, mais elle a manqué de, 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 de vécus absolument fondamentaux pour sa construction, hein. Donc avoir été laissé seul de longs moments, ne pas avoir été consolé, ne pas avoir été rassuré. Bon voilà, tout ça, ça fait partie de la grande famille de négligence qu'on néglige malheureusement souvent. Eh bien, si la personne a vécu beaucoup de ces événements, hein, dans le cadre des traumas complexes notamment, eh bien, la mémoire va vraiment dysfonctionner de plus en plus jusqu'à présenter ce qu'on appelle des amnésies. Alors, soit des amnésies partielles, soit des amnésies totales. Donc, en gros, le corps garde en mémoire, hein, le corps n'oublie rien pour citer le livre de Bessel van der Kolk, hein, le corps garde en mémoire, mais par contre, au niveau mnésique, au niveau cognitif, on ne se souvient pas d'avoir vécu tel événement. Alors ça peut paraître assez fou, hein, pour certaines personnes qui ne connaissent pas les mécanismes psychotraumatiques, de se dire mais comment peut-on oublier finalement quelque chose d'aussi grave? Eh bien c'est vraiment en lien avec ces mécanismes de protection. Notre cerveau passe sous amnésie, mais met sous le tapis, cadenasse au fond de nous-mêmes des événements qui ont été vraiment éprouvants. Et au détour d'une thérapie ou parfois au détour de la vie, hein, par exemple la naissance d'un enfant, une rencontre, etc., eh bien, on peut avoir comme des réminiscences, hein, comme des morceaux de trauma qui vont se représenter à nous sous forme de pensées, de sensations, d'émotions, de cauchemars, qu'on ne relie pas forcément à quelque chose de réel, parce qu'on les a oubliés, hein, c'est sous amnésie, alors qu'en fait, ça dit quelque chose de la personne. D'où l'importance de pouvoir vraiment être accompagné pour faire le travail de Sherlock Holmes avec notre thérapeute et petit à petit de laisser la parole au corps, de descendre dans le corps parce que c'est lui qui détient les vérités. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour accéder quand ces traumatismes sont enquistés, quand c'est dans la boîte noire, cadenassé, comme Johanna le disait? Mm. Ben, c'est là où la porte numéro un, et je pense qu'il n'y en a pas d'autre, hein, unique, c'est le corps. C'est vraiment d'aller retrouver petit à petit, hein, et ça c'est peut-être important de se souligner tout de suite, l'importance du rythme, hein, de la durée, de la délicatesse aussi à avoir, hein, quand on va travailler dans ces zones profondes, hein, qu'on soit patient ou thérapeute. Vraiment, ça c'est très important parce que quand on a enquisté, quand on a mis dans cette boîte noire, c'est pour des bonnes raisons, hein. Vraiment, c'était une protection et heureusement qu'on l'a fait, hein. Sinon, on n'aurait peut-être même pas survécu, on serait peut-être devenu fou, entre guillemets, ou on aurait eu vraiment des dégradations trop importantes. Donc ça, je le ressouligne encore. Mais en tout cas, donc ça va être par le corps, bien sûr, qu'on va retrouver petit à petit des petits bouts du puzzle, hein, et surtout, grâce à cette recollection des bouts qui manquaient, retrouver bah, une vie qui nous correspond plus. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le corps? C'est là où je pense qu'on vit une époque assez formidable, hein, parce qu'on n'avait pas des techniques aussi efficaces il y a encore quelques décennies, hein. Moi, je pense à la génération de nos parents, hein, qui n'avaient pas déjà l'ouverture à la psychologie qu'on a aujourd'hui de manière générale, mais qui n'avaient pas de manière aussi accessible des outils comme le MDR, hein, qui est assez connu quand même de plus en plus, comme l'EFT, comme des techniques maintenant qui, là aussi, s'ouvrent de plus en plus, prenant en compte la psyché profonde avec les états de conscience modifiés, hein. Et tant d'autres, parce que aujourd'hui, il y en a tellement, il y a tellement d'acronymes que l'idée, c'est pas de noyer euh, les gens avec des noms, mais c'est de généraliser peut-être en disant que ce qu'on appelle les techniques psychocorporelles, hein, qu'on utilise quand on travaille avec des gens traumatisés, comme toutes les trois,
eh bien, c'est des outils qui vont permettre de réduire un petit peu la dictature du mental, mais qui est aussi à nouveau une protection, hein. Mais quand je dis dictature, c'est qu'à un moment, elle nous empêche d'accéder, hein. C'est un peu ce despote là devant qui dit non, tu n'iras pas parce que moi, je te protège. Ok, mais moi, j'aimerais bien y aller quand même parce qu'à un moment, moi, je veux que ma vie, elle change. Euh, et donc, ces techniques psychocorporelles, elles sont basées sur des techniques qu'on connaît depuis longtemps, hein, c'est-à-dire la respiration, le ralentissement, fermer les yeux, par exemple, pour aller plus à l'intérieur, et surtout, tout ça avec un accompagnement à côté, hein. Au-delà de la technique, hein, parce qu'on pourrait aller dans les détails, par exemple, en EMDR, on utilise les stimulations bilatérales alternées, en EFT, on tapote sur des points d'acupuncture, bon, ça, c'est des techniques. Mais ce qui compte, c'est globalement ces principes d'aller à l'intérieur de soi, hein, et pour pouvoir le faire, d'être accompagné. Et plus on a besoin de descendre loin, j'ai envie de dire en profondeur, hein, donc plus en fait les traumas sont profonds, plus il faut de la sécurité, plus il faut aussi du temps, moi je trouve. Et quand je dis le temps, c'est à la fois dans un travail, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre des traumas en quelques séances, hein. Les thérapies brèves, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi beaucoup de limites. Donc le temps général, donc des mois, parfois des années de thérapie, et puis aussi, moi je trouve le temps de la séance elle-même, hein. Euh, Johanna et moi, on travaille avec des groupes, hein, et donc dans des temps plus longs en fait, hein, des journées, voire des stages de plusieurs jours. Et on observe en fait à quel point c'est complémentaire des séances individuelles, hein. L'individuel, c'est très important, hein, de voir quelqu'un régulièrement. Ça va permettre de descendre dans le corps parce qu'il y a ce lien de sécurité qui se fait de séance en séance. Mais quand tu as une journée, 2 jours, voire plus, dans un climat sécure, avec des outils qui t'aident pour le faire, hein, que ça soit de la danse-thérapie ou du mouvement de manière générale, la respiration holotropique, un outil auquel on est formé, Johanna et moi, qui est génial. Il y a aussi tout le travail de la transe, des outils qui nous viennent aussi du chamanisme, etc. Bref, quand tu as un cadre un peu long pour le faire, un accompagnant de sécurité, des outils efficaces, alors là, oui, petit à petit, hein, et parfois, ça peut aller aussi plus vite qu'on pense, hein, ça, c'est assez imprévisible quand même. Eh bien, tu vas descendre. Tu vas descendre dans ces noyaux encapsulés pour que ça s'ouvre, hein, peu à peu, hein. Donc là, c'est pas toujours des moments très marrants, hein, et il faut aussi être très, très honnête, moi, je trouve, hein, que voilà, on est là pour expliquer aussi les choses telles qu'elles sont, et que ce travail de descente est forcément éprouvant à des moments, mais qui vaut la peine, hein, parce que petit à petit, on va retrouver ces petites pièces du puzzle quand elles nous ont manqué, mais surtout, on va retrouver comment l'accès à notre être complet, en fait, hein, petit à petit, hein. Et c'est cet être complet dont on a besoin pour être bien dans une relation amoureuse, pour être bien dans notre place, dans notre communauté, pour prendre voilà, toute la mesure de nos dons dans un boulot, etc., hein. Et ça va pas se faire uniquement avec la tête, hein. C'est révolu depuis un bout de temps quand même, hein, l'époque où on pensait que comprendre allait suffire à réparer, hein. On sait que comprendre, oui, dans notre société, c'est probablement, je pense, important, mais c'est pas toujours nécessaire, hein. Il y a plein d'endroits au bout du monde, hein, où ils ne vont pas aller intellectualiser les choses, mais ils vont guérir, hein. Et nous, probablement, qu'on a besoin à la fois d'un travail hémisphère gauche, comme on dit, cognitif, et beaucoup d'un travail hémisphère droit, c'est-à-dire de descendre dans l'émotionnel. Oui, on a plein, dans notre société, on a besoin quand même de comprendre, et c'est pour ça que je pense que c'est important les chapitres théoriques de votre ouvrage, parce que ça donne déjà de la maîtrise mentale, hein, comme disait Johanna, ça donne du sens, on comprend, donc ça veut dire aussi on n'est pas seul, si le psy et si les psys qui écrivent là-dessus, hein, disent que ça existe et que je me retrouve là-dedans, ça veut dire que je ne suis pas un cas unique, et donc c'est aussi rassurant, enfin rassurant. Pas que le malheur des autres fait notre propre bonheur, mais simplement de se dire, ah, il y a peut-être la matière à guérison aussi, puisque des gens s'intéressent à ça d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue plus thérapeutique.
Alors Mhm. j'aime bien que tu soulignes que ça prend du temps parce qu'on est dans une société où tout doit aller vite. Moi, il arrive parfois que les gens me disent, voilà, j'ai vécu deux deuils très très douloureux. Je peux me déplacer, j'habite, je sais pas moi, à Paris ou à l'autre bout de la France. Je peux venir pour une séance. Hein, comme si un deuil ou un trauma, notamment des violences sexuelles qui ont duré des mois ou des années, pouvait se résoudre en un coup de cuillère à peau. Ce que tu soulignes aussi et qui est important, c'est que c'est vrai que c'est pas toujours une partie de plaisir. Ma métaphore à moi, c'est de dire que c'est comme un abcès. Et un abcès, ça fait mal. Mais on arrive de temps en temps à trouver une position antalgique, une position où ça fait moins mal. Et puis, bah, la vie fait que à nouveau, on se cogne et à nouveau, ça fait mal parce que l'abcès est toujours là. Et ouvrir l'abcès, on n'a pas d'anesthésique en thérapie. Donc, oui, ça fait mal, mais une fois que le pus, tout ce pus émotionnel, tout ce pus traumatique est sorti de l'abcès, ça se répare tout seul. Et finalement, imaginons qu'on ait un abcès à la jambe, eh bien, quand tu disais on retrouve son être complet, on peut à nouveau marcher, courir, danser, alors que quand on a un gros abcès, on boite et on se déplace le moins possible. Et donc, on restreint sa vie. Donc, tu as souligné des choses qui me semblent très, très importantes, et notamment la relation. Hein. Je pense que dans les traumas, et surtout dans les traumas complexes, la figure du thérapeute doit être une figure sécure. Absolument. Ça Et je doit être le crois, lieu sûr. exactement. Et je crois que ça, c'est vraiment, merci Evelyne de le souligner, c'est absolument fondamental. C'est même la pierre angulaire de toute réussite thérapeutique, c'est la question de l'attachement au thérapeute qui vise à reproduire une relation d'attachement sécure. Parce que comme le disait Gwenaëlle et comme tu viens de le souligner, vivre une thérapie, aller traiter des traumas qui se sont logés des fois depuis des années dans des capsules traumatiques dans notre corps, ça peut être éprouvant. On peut ressentir de nouveau je sais pas, la nausée, on peut ressentir des bouffées d'angoisse, on peut sentir notre corps qui se délite complètement. Donc, toutes ces manifestations corporelles, ce sont des mémoires. Ça, ça se présente maintenant, quand je retravaille un trauma, je le ressens vraiment, mais en même temps, c'est une mémoire. Et le fait de pouvoir traverser l'insupportable, traverser le douloureux, traverser l'inconfortable, en sécurité avec un thérapeute qui est présent, qui est soutenant et qui va nous dire, OK, c'est inconfortable, OK, ça fait pas du bien, c'est difficile, mais je suis là avec vous et on va sortir de cette vague ensemble, on va sortir du tunnel ensemble et je vous lâche pas tant que ça s'apaise pas. Vivre ce type d'expérience de réparation est absolument thérapeutique en soi. Et ce qui fait que la personne retraverse voilà, des, 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 des- des vagues traumatiques, des vagues émotionnelles, mais en même temps en sécurité. Voilà. Et ça, c'est absolument fondamental. Et puis ça rejoint aussi quand même une notion absolument princeps hein, de la psychotraumatologie, qui est que le trauma, c'est surtout parce qu'il n'y a eu personne à l'époque. Hein. C'est même probablement uniquement parce qu'il n'y a eu personne. Hein. Enfin, uniquement. Hein. Quand il y a évidemment une infraction corporelle, il y a une infraction corporelle. Mais ce qui fait pathologie, hein, ce qui fait souffrance, c'est il n'y avait personne. J'étais seule, hein, que ça soit en tant qu'enfant pendant toute mon enfance, en gros, je me suis sentie seule, que ce soit une agression, que ce soit ça peut être aussi des problèmes au travail, hein, il y a aussi des traumas dans ces endroits-là. Eh ben, il y avait personne à qui parler, hein, il y avait personne pour m'écouter, il y avait personne pour me prendre dans les bras, pour me dire que ça allait aller. Hein, c'est ce qu'on appelle la solitude pathogène, hein, c'est-à-dire qui fait maladie, hein, pathogène. Donc l'antidote à la solitude pathogène, eh bien, c'est la présence. Hein, et la présence d'un autre sécure, hein, qui est là, qui va me permettre d'aller reconnecter cet endroit de moi dont je me suis éloignée à nouveau parce qu'il fallait bien survivre sur le moment. Et je ne peux m'y reconnecter que parce qu'on va me prendre la main, entre guillemets, et parfois même aussi concrètement. Hein, le contact physique, c'est aussi pour moi un des ingrédients importants d'une thérapie, que je vais pouvoir voilà, y retourner, le retraverser, hein, décharger ce qui a été en tension, ce qui a été chargé, pour reprendre en fait une vie qui quelque part s'était suspendue. Hein. Par exemple, l'amnésie traumatique, c'est ça, hein, c'est une suspension en fait.
Voilà. Et ça se fait grâce à l'autre, hein. Et ça dépasse même la psychologie, hein. C'est un principe de philosophie existentielle pour moi, hein. C'est Sartre qui disait que autrui est le médiateur essentiel entre soi et soi-même, hein. On ne peut se connaître et se retrouver, hein, que parce qu'il y a un autre. Voilà. Donc ça, c'est un principe fondamental dans la prise en charge. Et tu soulignes quelque chose d'important, c'est le toucher. Parce que j'en parle souvent moi aussi en formation de se toucher. De mon point de vue, je me trompe peut-être, mais de mon point de vue, une thérapie n'est réussie que lorsque le patient accepte d'être touché. Hein, dans le trauma, on a, et notamment évidemment dans les traumas sexuels, mais pas uniquement, on a souvent une difficulté à être touché, hein, comme patient. Et les personnes disent souvent, hein, les thérapeutes, les stagiaires, il faut respecter ça si les personnes ne veulent pas être touchées. Et moi, je leur explique, enfin, je leur demande, c'est quoi les symptômes du trauma? Et donc, je les pousse jusqu'à ce qu'ils me parlent des conduites d'évitement. Et Mm. donc, ne pas vouloir être touché, pour moi, c'est une conduite d'évitement. Et tant qu'on est dans une conduite d'évitement, ça veut dire qu'il y a quelque chose du trauma qui résiste là. Oui, 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 parce qu'on est des êtres de toucher, Oui. fondamentalement. Donc, comme tu dis, si à un moment on ne peut plus être touché, qu'est-ce qui a créé, hein, cette nécessité de survie de ne plus être touché? Mm. Et d'où l'importance de travailler, que les thérapeutes travaillent au niveau corporel, ou en tout cas se forment à des techniques psychocorporelles, parce que comme on l'a dit, le trauma se loge dans le corps, les mémoires traumatiques se logent dans des réflexes en fait, hein. C'est vraiment, euh, la personne peut savoir qu'elle est en sécurité aujourd'hui et que les traumas sont derrière elle. Mais son corps, à des moments, quand il y a un déclencheur, eh bien, va pouvoir avoir une réaction émotionnelle ou sensorielle, comportementale, euh, disproportionnée. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais je ne sais pas pourquoi, mais à tel moment où quand mon enfant m'a dit ça, j'ai eu une montée de colère et je lui ai hurlé dessus. Pourtant, je sais que c'est un petit enfant de 3 ans, il va pas, je suis pas en danger avec mon enfant, mais il y a quelque chose de plus fort que la personne, hein, c'est plus fort que moi, qui est venu comme l'envahir. Et donc ça, c'est vraiment des réflexes, comme des mémoires traumatiques qui sont logées dans le corps. Et c'est vrai que le fait de pouvoir, avec un thérapeute, donc dans un cadre sécure, euh, avec des règles très claires où on nomme ce qu'on ressent, pouvoir petit à petit travailler, commencer dans le corps, par exemple faire des exercices un peu corporels où le thérapeute, par exemple, va pouvoir un tout petit peu s'avancer et observer en pleine conscience qu'est-ce que ça fait vivre dans le corps du patient. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai une boule dans le ventre, alors que le thérapeute, il a peut-être fait 10 centimètres ou 5 centimètres. Et pourtant, au niveau de notre cerveau, hein, au niveau de notre neuroception, hein, c'est-à-dire la capacité du cerveau à savoir tout de suite, hein, si je suis en sécurité ou en insécurité, même si je sais que c'est mon thérapeute et que je suis en sécurité rationnellement, émotionnellement et au niveau de mes mémoires corporelles traumatiques, mon corps me dit danger. Et c'est tout ça qu'on va devoir comme désensibiliser avec le patient petit à petit, mais par la répétition, par la sécurisation, pour que le système nerveux finalement s'apaise petit à petit, que la fenêtre de tolérance émotionnelle, hein, s'agrandisse, que le patient puisse sentir de plus en plus son corps, même si c'est pas confortable, c'est pas dangereux. Et ça passe forcément par le toucher, par la présence, la co-régulation. Et le regard tellement important, hein. Hmm, Ouais, hmm, avant d'être touché physiquement, comment est-ce qu'on peut être touché par le regard, hein? Et puis petit à petit, hein. Donc, Quand on a été traumatisé, on est un animal effrayé. C'est normal. hmm, Et peu à peu, bah, comment j'accepte d'être réapprivoisée, hein, petit à petit, hein. Donc là, à nouveau, on rejoint ce qu'on a souligné, hein, le temps, la sécurité du cadre, les bons outils, etc. Et tout ça, c'est à la fois accessible, atteignable et en même temps délicat et fin, hein. C'est pour ça que si les personnes qui nous regardent, voilà, vous vous sentez concernées par le sujet, eh bien, comment prendre le temps de trouver la bonne personne qui puisse vous accompagner, avoir aussi en tête que bah, ce sera, comme on l'a dit, pas toujours très drôle, ça va être difficile, c'est normal, il y a des moments où on n'aura plus envie d'y aller en thérapie.
mais que petit à petit, hein, il y a quelque chose qui va baisser les armes, hein, parce qu'il s'agit vraiment de ça, pour s'ouvrir, hein. Et c'est ça la voie peu à peu de l'apaisement et de la guérison. Et ça existe. Oui, tu parles de s'ouvrir. Ma métaphore pour ça, c'est le trauma, c'est comme une maison dont on aurait fermé beaucoup, beaucoup de portes, hein, pour ne finir parfois que à vivre dans un petit, toute petite pièce. Et bah, on aère, on va ouvrir les portes. Alors parfois ça sent un peu mauvais, il faut aérer. Et puis petit à petit, en fait, on peut réhabiter toute sa maison. Mm. Et ce qui est important, hein, ce que Johanna a dit aussi, c'est ces espèces de flashbacks sans image, hein, parce qu'on parle souvent des flashbacks. Et je crois que moi, quand je revois le parcours dans les débuts, c'était principalement de ça dont on parlait. C'était surtout les images du trauma. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus, hein, de ces réactions corporelles qui sont bien sûr liées au système nerveux autonome et qui sont des espèces de flashbacks sensoriels, mais sans image, hein. Notre corps réagit. Mm. Comme on a abordé l'attachement, ce serait chouette que vous nous parliez un peu de l'attachement et finalement de comment ça peut impacter la réponse d'une personne aussi plus tard dans sa vie à des traumatismes. Mm. Oui, alors donc l'attachement, c'est euh, cette force qu'on a tous en nous, hein, d'aller chercher du soutien quand on va pas bien. Voilà, si je résumé en une phrase. Donc on est tous faits pour aller vers quelqu'un qui va nous soutenir si on vit une adversité. Et ça, de l'enfance jusqu'à notre départ de cette planète. Mais ça s'est pas toujours passé comme on l'aurait voulu, hein. Parfois, on a eu besoin et puis il y a eu personne, hein. Ou on avait besoin, mais on a été peut-être débordé par l'anxiété qu'a généré notre besoin chez notre parent, par exemple, hein. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des blessures d'attachement. Et parfois, il y a ce qu'on appelle même des traumas d'attachement, c'est-à-dire que, donc on en revient aux définitions, hein, du début de notre interview, où là, il y a quelque chose vraiment qui a été beaucoup plus éprouvant et qui a impacté notre manière d'être. Et pour faire bref, dans l'attachement, en fait, on peut avoir soit développé un attachement plutôt sécure, c'est-à-dire avoir une capacité à demander de l'aide et de recevoir de l'aide quand on va pas bien, ou à l'inverse, un attachement plutôt insécure, c'est-à-dire que dans les moments où on va pas bien, on va être en difficulté, hein, d'une manière ou d'une autre, pour demander et de recevoir de l'aide. Et ce qu'on sait, c'est que plus notre attachement est sécure, plus ça va être un facteur de protection par rapport aux traumas et aux adversités de la vie, hein. Parce que la vie, elle n'est pas forcément traumatique pour tout le monde, mais en tout cas, elle est adverse pour tout à chacun, ça c'est certain. Et quand on a vécu dans un environnement plutôt sécurisant, c'est-à-dire où régnait l'écoute émotionnelle, le soutien, la présence, la régularité, la prévisibilité, etc., eh bien, ça va créer en moi une force intérieure, hein, qu'on appelle donc l'attachement sécure, qui va faire que si plus tard j'ai un coup dur de la vie, un licenciement, une rupture amoureuse, une maladie, eh bien, je vais être impactée, bien sûr, mais je vais me remettre relativement rapidement de cette adversité, et notamment en demandant de l'aide, hein. Donc là, on en revient à ce qu'on a déjà souligné, c'est-à-dire l'importance de l'autre, qui fait que je ne reste pas seule, hein. Et donc, il n'y a pas cette solitude pathogène dont je parlais tout à l'heure. Et ainsi, quand on a un attachement sécure, eh bien, on est moins susceptible de développer de manière générale des problèmes psychiques, voire même physiques, et encore moins des troubles. Mais quand on a eu un attachement plutôt insécure, c'est-à-dire qu'on a vécu dans l'enfance, et puis souvent ça s'est prolongé, des environnements difficiles, des adversités, des traumas, etc. Eh bien là, ma capacité à sentir mes émotions, à mettre des mots dessus, et puis surtout à demander de l'aide et à la recevoir, est diminuée. Et ça va être donc plutôt un facteur de risque de développer des problèmes psy, voire des troubles en fait. Donc, évidemment que ces deux grands sujets, attachement et trauma, sont liés, hein, et c'est pour ça que Johanna et moi, donc
on travaille ensemble depuis très longtemps, notamment à travers ces bouquins, mais aussi des formations et des interventions, parce qu'on est chacune spécialisée, moi plus de l'attachement et Johanna du trauma. Parce que les deux sont intriqués, en fait, hein, et notamment parce que les personnes avec des psychotraumas complexes, hein, qui est quand même une grande catégorie, hein, la plupart des patients qui viennent nous voir ont des psychotraumas complexes, ont des traumas d'attachement. Hein. Il y a eu, et de manière répétée, des manques, hein, un manque d'amour. Hein. Moi, j'aime bien le présenter aussi avec ce mot tellement important, qui a créé cette carence, en fait, hein, ce manque de confiance, ce manque d'assise, ce côté un peu flottant, hein, aussi on pourrait dire dissocié quelque part, qui fait que ben, la vie va quand même être plus compliquée. Plus compliquée, mais aussi, comment? Un chemin parfois aussi passionnant. Hein. Moi, je vois parmi mes patients les personnes qui font parfois les plus belles choses aujourd'hui adultes. Hein. C'est parfois ceux qui ont eu des vies les plus compliquées. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi la résilience ou l'attachement sécure acquis. Hein. Et moi, c'est en ça que j'adore mon métier, c'est que c'est aider les gens à ce qu'ils aillent mieux, mais c'est aussi leur permettre de devenir qui ils sont vraiment. Hein. Et parfois, souvent, même derrière des histoires adverses, en fait, il y a des trésors. Hein. Il y a des trésors de sensibilité, des trésors de résilience à aller chercher, quoi. On a bien compris que dans les pistes, il y a aller voir un thérapeute, mais dans votre ouvrage, il y a aussi beaucoup de petits trucs et astuces, j'ai envie de les appeler comme ça, pour aider les personnes dans leur parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-unes? En disant de toute façon que même si on les dit ici, vraiment l'achat du livre est important parce que c'est un compagnon aussi ce livre. Hein. On peut y revenir si on n'a pas tout compris. On peut voilà, retourner en arrière, on peut aller plus avant. Voilà, je pense que le relire pour les personnes qui l'utilisent comme un compagnon, c'est vraiment très important. Oui, l'idée de ce livre, c'est vraiment ça peut être vraiment un compagnon de thérapie, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait l'avoir sous le bras pendant qu'on fait en parallèle une thérapie, ou ça peut être aidant si on n'a pas encore de lieu thérapeutique ou si c'est pas possible. En fait, dans ce livre, on a donc, comme on l'a dit tout à l'heure, fait de la psychoéducation, hein, c'est-à-dire expliquer simplement des éléments neurobiologiques et psychologiques. Et aussi, on a présenté dans la troisième partie ce qu'on appelle des outils de régulation émotionnelle et de régulation du stress. La psychoéducation et la stabilisation, donc ces outils de régulation, sont j'ai envie de dire, la première phase de toute thérapie. Quand on va voir un thérapeute, bien sûr, on se rencontre, voilà, il y a l'alliance qui va se créer, et le thérapeute va expliquer, va mettre du sens sur ce qui est en train d'être dit ou vécu, et aussi, le thérapeute va montrer, enfin, doit montrer hein, des outils de régulation du stress, de régulation du système nerveux autonome, parce que si le système nerveux n'est pas régulé, ça veut dire est soit très débordé, soit très coupé, eh bien, on va beau avoir faire toutes les années de thérapie du monde où il va pas se passer grand-chose, en fait. Hein. Donc, il y a absolument besoin que le système nerveux de la personne soit suffisamment, oui, je reprends ce mot, hein, régulé, adaptatif, hein, pour pouvoir pour que la thérapie soit vraiment, enfin, fonctionne vraiment. Donc parmi ceux-là, eh bien, on a mis, alors avec des petites illustrations, il y a aussi des petits QR codes qui permettent d'aller sur des audios où je guide par exemple dans le protocole du lieu de sécurité, le protocole du contenant. Donc, ce sont des protocoles thérapeutiques que beaucoup de thérapeutes connaissent. Voilà, donc la personne va faire l'exercice en direct avec l'audio. Donc, on a décliné des outils, enfin des outils, des tout petits exercices, par exemple d'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est quoi? C'est de revenir dans son corps. Revenir dans son corps, sentir ses pieds. Pas uniquement je pense à mes pieds, mais je les bouge et en pleine conscience, je les ressens. Sentir mes mains, sentir mon enveloppe, hein, se faire comme ça, de l'autopalpation pour revenir dans son corps. Parce que le trauma et la dissociation comme nous envoient ailleurs, en fait. La personne, elle est plus dans son corps. Donc, il faut absolument revenir dans la sensorialité en sécurité. Donc bouger ses pieds, observer l'environnement immédiat, hein, parce que le trauma aussi nous ramène dans un espace-temps du passé, en fait.
Donc il faut apprendre au système nerveux à revenir dans le présent. Ok, là j'ai par exemple, une sensation de dégoût dans la gorge qui est sans doute liée à mon trauma du passé, mais je reviens, je suis ici et maintenant dans mon bureau, nous sommes le 5 avril 2025, j'ai tel âge, etc. Donc revenir avec des éléments d'orientation. Donc voilà, c'est des petits exercices qu'on donne comme ça pour se réorienter dans le moment présent, revenir dans son corps. On donne aussi plusieurs exercices de respiration. Alors la cohérence cardiaque, qui est aujourd'hui assez connue comme outil de régulation du stress, mais aussi deux autres types de respiration qui peuvent être particulièrement efficaces en cas de crise d'angoisse ou crise de panique ou en cas d'hypoactivation, donc quand on est vraiment dans quelque chose de très apathique. On donne aussi des petits outils de psychologie énergétique, hein, donc du tapping, hein, on tapote sur des points énergétiques qui permettent, alors il n'y a rien de magique hein, dans tout ça, mais c'est des petites choses qui peuvent aider à stabiliser le système nerveux. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs pages, plusieurs outils. L'idée, c'est que les personnes acquièrent comme une sorte de boîte à outils au cas où, à un moment donné, ils sortent de leur fenêtre de tolérance ou au cas où une sensation ou une émotion soit trop difficile. Voilà, de pouvoir revenir dans le corps, dans le moment présent, pour toujours pareil, non pas couper de ce qui est en train de se passer, mais se laisser sentir ça, mais en sécurité. Est-ce que Gwenaël, tu as envie d'ajouter quelque chose à ces outils? Peut-être juste rapidement alors dire que on en a mis beaucoup en fait parce que comme tu disais Johanna, il n'y a rien de la baguette magique, mais par contre c'est quand même des outils bah, qui sont connus certains depuis très longtemps, mais qui sont spécifiques à chacun dans le sens que l'important c'est que la personne essaye plein de choses, hein, c'est pour ça qu'on en a mis vraiment beaucoup et qu'elle fasse sa propre petite valise en fait, hein, avec bah, ce qui marche en moment d'une angoisse, ce qui marche quand je rumine et que le soir je peux pas dormir, quand je pète un câble de colère et que là il s'agit juste que je redescende, etc. Et puis aussi souligner que si on ne le pratique pas, ça va pas marcher, hein. Donc aussi que il suffit pas de lire le livre, il va falloir aussi le mettre en application. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clôturer cet entretien? Peut-être juste une chose dont on n'a pas parlé, mais qui me semble important, c'est que tout ce travail d'exploration personnelle, de guérison de nos traumas, hein, et avec Gwenaël, on aime utiliser le mot guérir, hein, de guérison de nos traumas, c'est bien évidemment fondamental pour soi déjà, mais aussi pour, je pense, à nos enfants. Parce que, et c'est ce qu'on a aussi illustré dans le livre, malheureusement, quand on n'a pas guéri de nos traumas, le risque, c'est de transmettre ces mémoires non résolues à nos enfants, et que ce soit eux ensuite qui doivent s'en charger. Donc le fait de pouvoir vraiment s'en occuper va permettre vraiment de, comment dire, de prendre notre responsabilité de parents et de pouvoir ensuite être le plus adéquat, le plus adapté pour être parent de nos enfants, en fait. Voilà. Et je crois que si chacun pouvait voilà, faire son petit travail de colibri, hein, même si à des moments il est assez conséquent, et bien du coup les traumas se répercuteraient moins sur les générations d'après. Alors bien évidemment, je ne culpabilise personne, hein, on fait tout ce qu'on peut, mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'en guérissant, en prenant soin de nos traumas, ça permet c'est le double effet qui se coule, comme le disait la pub avant. Donc, euh, donc Oui, voilà donc ce que je voulais ça c'est rajouter. vraiment hein, la transmission Ah, épigénétique, hein. Donc mm, maintenant on connaît les supports biologiques, puisque pendant longtemps on disait aïe mes ancêtres comme le fameux bouquin, mais sans avoir de preuves entre guillemets scientifiques. Alors il y a beaucoup de gens qui disaient oui non, ça c'est pas vrai, c'est du délire. mm, Aujourd'hui on ne peut plus nier que effectivement pour soi-même, hein, au niveau épigénétique, on sait que ces modifications peuvent donner tout ce qui est troubles psychiques, mais aussi des maladies, comme des cancers notamment, mm, et aussi pour nos enfants, puisque c'est potentiellement transmis à nos enfants. Donc, on travaille pour les générations à venir aussi quand on travaille sur soi. Mm. Oui, et puis peut-être du coup dans la ligne de ce que tu viens de dire, Evelyne, dire que c'est aussi un travail pour la société, hein, de manière plus large. On est dans une société en fait traumatisée.
Hein. Alors sûrement de tout temps, hein. On n'a peut-être pas la même forme de trauma aujourd'hui il y a 2000 ans. Mais le niveau de dissociation actuel, et il y a quand même pas mal d'auteurs hein, qui en parlent, est probablement quand même très intense. Hein. Et c'est assez préoccupant en fait. Et je crois que ma conviction personnelle, c'est que c'est par la voie individuelle en fait qu'on va pouvoir avancer au niveau sociétal, hein. Dans le sens que c'est à chacun hein, d'aller faire son petit travail. Avec soi-même, hein, non pas dans une visée égoïste, au contraire. Hein. C'est-à-dire que plus je me soigne moi-même, plus ben, je vais soigner mes lignées descendantes, hein, comme disait Johanna, donc mes enfants. Et puis de manière plus générale, ben, je vais être mieux dans mon couple, dans ma famille, dans ma communauté, sur mon lieu de travail. Et ça, peu à peu, de cercle en cercle, en fait, c'est la société qu'on guérit, hein, de la dissociation collective qui est quand même bien présente, il me Et semble. pour reprendre ce que disait Johanna, c'est le petit travail de colibri, mais Ça. pour la communauté, pour éteindre toute la forêt. Exactement. Hmm. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci pour ces apports passionnants et j'espère que nos auditeurs vont apprécier cet entretien et auront envie de le diffuser et de le commenter aussi. Et de faire connaître évidemment la chaîne Résilience Psy. Résilience Psy est sur le web, sur Spotify, sur YouTube évidemment, et aussi sur Facebook. À bientôt pour de nouvelles aventures.